Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Léina, l'animatrice de ce podcast, aujourd'hui avec Tomek. Salut. Aurore. Coucou. Et Lovla. Salut, I'm back. Oui, bon alors aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'on est tous à distance. En fait, on est 3 dans mon salon et Lovla dans le sien ou dans son bureau, dans sa chambre à soi. Je suis seule. Et voilà, avec des conditions sonores qui ne sont pas au niveau de nos conditions habituelles, donc j'espère que ça ira. Mais aujourd'hui, on est là pour parler, pour faire le 2e épisode de notre série de 3 épisodes sur la fidélité, l'infidélité, l'exclusivité, etc. Et pour commencer cet épisode, notre question du jour, c'est, on a parlé à la fin du dernier épisode et on en reparlera du fait que ce soit peut-être insuffisant que les bases du couple, ce soit ultime, les fondations ultimes du couple, ce soit l'exclusivité sexuelle et émotionnelle. Et du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce que ce serait pour vous une autre base du couple, à minima à ajouter aux 2 premières, si c'est votre cas, mais qui vous semble importante, pertinente, une autre fondation du couple. Qui veut commencer? Lovla? Ouais, c'est moi, d'accord. Et c'est parti. Moi je pense que c'est la communication. Parce que je pense que, comme dans la relation libre ou le polyamour ou n'importe quoi, ça peut fonctionner une relation sans exclusivité sexuelle, tandis que sans communication, en fait, juste ça crée de la distance entre les partenaires du couple. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça qui est vraiment un incontournable pour qu'une relation fonctionne. Merci. Quelqu'un ici? Mais moi, j'ai compris la question dans le sens, qu'est-ce qui fait, grossièrement, qu'est-ce qui fait que t'es un couple et pas que t'es juste peut-être 2 amis qui couchent ensemble ou j'en sais rien, je sais pas si j'ai... Tu peux interpréter la question à ta manière et répondre de cette manière, Aurore. Non, moi j'aurais dit quand même avoir un plan de vie, je sais pas, l'envie d'une construction quand même. Alors parfois oui, tu peux avoir un projet de travail avec des amis ou un projet de vie avec des amis, mais je pense que c'est quand même nos vies un peu plus, j'ai l'impression qu'on sont quand même un peu plus fusionnées dans le couple que dans des amitiés, ou je dirais ça. Ok. Tomel? Ouais, moi j'avais une idée un peu proche de celle d'Aurore, c'est d'avoir un projet en commun qui soit un peu central dans ta vie, quoi. Ça peut être le projet tout simplement d'habiter ensemble, le projet de vivre des aventures, je sais pas dans quel coin du monde on est ensemble, le projet d'avoir un groupe musical, je sais pas, ensemble, ou un projet politique, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, quelque chose qui soit central et qui crée aussi de la complicité, de la compréhension, mais à un niveau assez intense et profond, surtout pour que ça soit une base assez solide pour ce qu'on appelle un couple, en tout cas une relation avec un haut niveau d'engagement, quoi. Trop bien. De mon côté, évidemment, je l'extrapole à mes grandes amitiés. En fait, ce serait aussi assez proche de vous, et je sais pas si, alors, je vais le préciser, mais c'est juste parce que c'est une envie en ce moment dans ma vie. Je suis d'accord avec l'idée de projet, et moi, je pense que toutes les relations, elles doivent se bâtir sur des projets, aussi sur des projets dans le futur, quoi. Même si ce futur, c'est aller au resto la semaine prochaine, mais qu'il faut se nourrir d'une vision. Enfin, c'est le côté du récit, quoi. Il faut avoir un passé, un présent et un futur, et que du coup, ce futur il est important. Et en ce moment, une envie que j'ai dans mes relations au global, c'est de créer ensemble, quoi. Mais du coup, ça va avec avoir des projets ensemble, mais j'aime vraiment ce côté créateur, quoi, de faire de la musique ensemble, d'être dans un projet politique, enfin voilà, tout ce que t'as dit, mais c'est vraiment ce mot de créer qui en ce moment me parle, où je me dis, ça a pu manquer à des relations, et en plus, je vois ce que ça fait d'avoir des relations amicales notamment, où on crée ensemble, et des envies de futur et de communauté avec un fort pouvoir créateur, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'aimerais insuffler dans des peut-être prochaines relations aussi amoureuses ou amicales,
plus vite ou plus fort. Enfin voilà, que ça serait plus central que ça l'a peut-être été jusqu'à là, quoi. Ce qui va un peu, c'est un peu ce truc de la trentaine d'être là en mode maintenant on a envie. Enfin peut-être que je passe à une étape de à un moment les relations tu les vis comme elles arrivent et qu'à un moment tu te dis ah mais là j'ai envie qu'on ait des projets de vie communs et que du coup ça se traduit de cette manière pour moi, quoi. Voilà. Bah écoutez, merci à vous tous. Bah du coup, je vais garder la parole pour introduire cet épisode. Donc, en lien avec nos discussions de l'instant, on a fini l'épisode dernier en se disant que l'exclusivité sexuelle et émotionnelle, même si c'est plus intangible, constituait souvent les fondations les plus fortes symboliquement dans un couple. C'est l'indicateur qui semble différencier le couple des autres relations, qui rend même le couple sacré. Bon, de mon côté, vous l'avez compris, je ne fonde plus mes relations amoureuses sur une exclusivité émotionnelle et sexuelle, mais de deux choses l'une, j'ai rien contre la monogamie, enfin, et le fait de souhaiter la monogamie. C'est seulement que réduire les fondations du couple à cette exclusivité sexuelle et émotionnelle, j'ai l'impression que ça empêche une certaine authenticité, une certaine profondeur et parfois même une durabilité qui serait par ailleurs souhaitée dans ce couple. On ne sait pas de quoi nos vies sont faites, si on va retomber amoureux, si on va fantasmer l'interdit d'une relation parallèle à un moment où la vie devient compliquée et les fuites désirables, comme j'ai pu en parler dans le dernier épisode. J'ai l'impression que réfléchir à une éthique du couple durable monogame bénéficierait de compléter à minima les fondations du couple, d'autres éléments, comme on a pu en parler, que ceux de l'exclusivité émotionnelle et sexuelle émotionnelle, de voir la fidélité-infidélité comme un spectre, et de discuter honnêtement avec l'autre d'où l'on se place sur ce spectre. Ce qui pourrait, in fine, faire bouger quelques lignes à un instant T et dans le temps. Et de deux choses l'autre, je ne pense pas que tous les schémas de non-exclusivité éthique, type couple ouvert, polyamour, soient par défaut un Eldorado pour vivre des relations authentiques. Ces relations demandent aussi de réfléchir à une éthique relationnelle, et réfléchir à toutes ces questions autour de la sexualité, du lien émotionnel à l'autre et tout. Par contre, ce que je peux dire, c'est que notamment les personnes polyamoureuses dont je fais partie, on a tendance à se poser beaucoup de questions, et j'en parlais dans un dernier épisode, mais je suis allée récemment à un groupe de parole sur le polyamour avec des personnes polyamoureuses. On a parlé pendant 3 heures de suite, un mardi, un soir de semaine, de polyamour, et j'ai jamais été dans des groupes de parole sur le couple monogame durable où on se posait toutes ces questions. Voilà, ça m'amène à une des grandes devises du bisoudrome, qui est que les marges se posent des questions que la majorité ne se pose pas, mais dont elles bénéficieraient à minima des réponses et peut-être de se les poser aussi dans une certaine mesure. Je vous propose donc qu'on discute de ce spectre allant d'une monogamie honnête, entre guillemets, je l'ai appelé comme ça, au polyamour, et de nos cheminements par rapport à ces sujets. Et pour parler de ça, on n'a pas fait l'ordre. Mais je pense que j'aimerais qu'on commence par toi, Tomelk. Ouais, je pense aussi. Vas-y. Tu vas raconter ça, Qui va raconter sa vie? Et ben, en fait, c'est bien qu'on commence par moi parce que je pense que je suis un peu le niveau 0 là de cet épisode. Il y a une gradation, on fait. Je parle même pas parce que T'es hors game. Oui, c'est vrai que Aurore, mais tu viendras nous faire tes petites remarques quand tu le souhaites. Je vais peut-être un peu poser les bases de la réflexion en étant un peu ce cobaye là qui a fait cette introspection pour préparer l'épisode. Et moi, je me suis centré sur des réflexions autour de la non-exclusivité éthique parce que c'est de ça dont il est un peu question, quoi. C'est de questionner cette norme de l'exclusivité et de se poser la question de la non-exclusivité, de la manière dont elle peut être pratiquée pas et en quoi ça peut être un problème, et de mon rapport en fait à tout ça. Je voulais vous dire que récemment j'ai vu aussi Love is Blind France. Tu l'as vu? Je suis tombé là-dedans. Mais quoi? J'ai pas fini. Mais comment ça? Non mais comment ça se fait que on commente pas ensemble en fait? Moi j'ai besoin de petits commentaires et là franchement Love is Blind France, pardon mais je m'engouffre dans cette brèche. J'avais le plus de personnes avec qui commenter, mais je n'ai jamais assez de personnes avec qui commenter, hein, vraiment. Donc, c'est vrai. tu aurais dû m'écrire en fait. C'est pas sympa de parler
pas en parler à Lovelah, qui quand même nous parle de Love is Blind depuis la saison 1 du Bisoudrome, qui devrait être la Mais première oui. personne. J'attendais son retour. Oh, J'attendais son retour. Mais non, en De fait, notre il faut, épisode 3, quoi. Je veux dire, même les auditeuristes du Bisoudrome, en fait, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas venus me parler de Love is Blind. Ça, c'est vrai. Voilà, en fait, c'est une vraie trahison. Je suis d'accord avec toi, Lovelah. Mais je voulais te faire la surprise pour ton retour. C'est ton cadeau de retour, Lovelah. Merci, j'adore. Mais sachant que, puisque tu parles de trahison, Lélina, j'en profite pour dire que toi aussi, tu m'as trahi, puisque tu as regardé les épisodes et tu ne les as pas commentés. Tu m'as même pas dit que tu les avais regardés. Bref, allez, on peut repasser à ce que tu disais, Tomek. J'ai pas fini. Allez. Ne spoilez pas, s'il vous plaît. Mais oh bah en fait, oui, il y a beaucoup de choses à spoiler. Bref. Ouais, bah j'imagine. Mais je voulais juste signaler que en fait j'étais un peu choqué parce que je l'ai regardé en pensant déjà à notre épisode et je voyais dans les capsules là dans les discussions à quel point quand ils étaient un peu dans les premiers dates à se demander c'est quoi tes qualités, un peu tes défauts, pourquoi pour toi quelles sont les valeurs fondamentales, et souvent il y avait l'exclusivité, la fidélité, la loyauté, etc. Ce qui peut être important, mais attends, mais surtout... Pardon. Non, mais oui, pardon, j'allais prendre de l'avance sur peut-être ce que tu allais dire, mais il y en a une, elle est vraiment énervée sur l'exclusivité même. Oui, ouais, ça c'est pas un spoil, je l'ai vu. Oui, enfin pas particulièrement, mais en tout cas ça faisait partie des exemples. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est que on en était à un point où la jalousie ou la possessivité était vue comme une qualité, quoi. Enfin, comme vraiment un point très positif. Je sais plus quelle candidate à un moment dit demande si l'autre est fidèle, et l'autre dit ouais non, moi je veux qu'il y ait que moi, machin, que ma meuf me regarde, que voilà, que je sois le seul, etc. Et l'autre dit ah ouais, super, ça j'adore ça, vraiment. Et donc je me dis oula, c'est un peu red flag pour moi, mais bref, voilà, je suis parti de cette réflexion là. Tout ça pour dire que a priori, moi, d'un point de vue philosophique, j'ai plutôt un a priori positif sur la non-exclusivité en amour, et peut-être en sexualité aussi, parce que non, pas peut-être en fait, mais c'est que je les mettais dans un même sac. Après je me suis dit pourquoi pas les dissocier, mais en fait si, en fait voilà, j'ai plutôt un a priori positif. Parce que, mais surtout, enfin, je voulais surtout parler d'amour en disant que pour moi, l'amour c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que on peut aimer des gens différemment, et on peut faire le constat assez facilement que si on aime plus une personne, on n'aime pas moins les autres personnes. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est cette idée de pas en faire un jeu à somme nulle, et que pour moi, du coup, l'amour n'a pas besoin d'exclusivité pour exister. Et donc, je pense qu'il est quand même important d'aller combattre un peu cette notion de possessivité en amour qui est parfois érigée dans l'amour romantique comme quelque chose de très positif. Parce que pour moi, le réfléchir à ces questions de non-exclusivité, c'est réfléchir aussi à la liberté, à sa propre liberté, à la liberté de l'être aimé finalement en amour. Et si la liberté en amour se borne à la liberté de quitter le couple pour aller dans un autre, quand on commence à aimer quelqu'un d'autre, si c'est ça la liberté, de ne juste pas tuer l'autre quand il veut partir, bon, c'est quand même un peu limité, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le point de vue philosophique. Cela étant dit, moi j'ai eu quelques petites expériences qui ont plutôt été négatives vis-à-vis de la non-exclusivité, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu un couple dans lequel on a introduit une liberté en termes sexuels et ou amoureux. En fait, d'ailleurs, c'était pas bien défini, et c'est peut-être un des premiers écueils. Mais surtout, c'est venu à un moment où en fait la relation était déjà pas top, dans laquelle, et du coup, moi, j'ai pu peut-être accepter ça, alors que j'en avais parlé a priori parce que j'avais déjà ces réflexions et que je le voyais déjà positivement. Mais moi, à ce moment-là, je l'ai accepté en me disant ouais, peut-être ça, qu'il faut. c'est comme faire des enfants quand ça va pas, quoi. C'est qu'il faut pas amener de l'ouverture. Mais c'est juste qu'un enfant, tu reviens pas trop en arrière, alors que là, tu pourrais tu peux revenir en arrière du couple, tu vois. Enfin, c'est toujours ces trucs un peu en mode réparateur où tu t'amènes une ouverture
rupture ou une nouvelle donnée à un moment donné où la relation en elle-même va pas bien. Oui. Et c'est pas impossible que ça marche et il vaut peut-être mieux ouvrir son couple que faire un enfant. Mais Oui, je c'est pense quand que l'enjeu même est pas le même, des quand même. bases qui sont Oui, pas oui. forcément idéales, quoi. Mais à ce moment-là, moi, rétrospectivement, je me dis que je l'ai accepté pour ça. Et puis aussi parce que je me disais, ah, mais c'est moi qui en avais parlé au tout début. Donc en fait, si maintenant je suis T'as un truc cohérent de avec cohérence, moi-même, ouais. enfin voilà, il faut que je peux pas Alors, être tu peux avoir contre le ça. droit d'avoir Alors que changé d'avis. changer d'avis ou juste te dire, bah c'est pas le moment, Pas maintenant. je me sens Ouais. pas assez sécurisé, etc. Ouais. Et je l'ai fait en plus tout en disant, oui, oui, ça va, ouais, Pas de ça va, problème. t'inquiète, non, Je suis super. tellement Bah, d'accord. c'est très Génial. bien. Je vais pouvoir utiliser ma grosse bite comme Ouais, ce qui n'a pas forcément été vraiment le cas. Mais bon, du coup, voilà. Donc première expérience un peu mitigée, on va dire, et que j'ai pas forcément lu comme ça sur le moment, mais que maintenant je relis comme ça en me disant ouais, peut-être que si tu t'étais un peu plus écouté, si t'avais plus exploré tes vraies émotions, tes vrais besoins, ben et que t'avais su les exprimer à l'époque, ben ça se serait pas passé comme ça. Bah, il y Mais a un bon, peu un truc c'est tout, hein. politique, philosophique d'être là en mode, vu que politiquement, philosophiquement, je suis pour, Oui. je n'ai aucune raison C'est ça. de dire non à Ouais. ce moment Ouais, donné ça te là de la semblait un peu relation. une Sinon, je me trahis, je Oui, c'est trahis ça. ma pensée. Bah oui. Mais en fait, Et puis peut-être c'est pas si simple. la cause entière de l'amour libre. Oui. Et la deuxième expérience que je voulais partager, c'était que dans une autre phase de ma vie, j'ai eu une relation pendant quelques temps avec et de manière assez, enfin, c'était vraiment au pointillé, quoi. On se voyait pas très très souvent, mais avec une personne qui était elle-même dans un couple qui était un couple ouvert. Et en fait, il se trouve que cette personne, je l'ai croisée un jour au marché et elle m'a dit, mais Tomelk, pardon, Tomelk, comment vas-tu Et il se trouve que je suis avec X, on va l'appeler Jean-Paul, mais mon copain qui est là, ce serait trop cool que vous vous rencontriez, etc. Bon, j'avais pas trop sollicité ça, mais je me suis retrouvé dans leur salon en train de prendre un café avec eux. Et en fait, Alright. ouais, la situation a pas été vécue de manière hyper positive. que par toi ou même pour le Bah, je copain, tu sais pas sentais que trop c'était parce que pas... en fait moi de mon côté c'était un peu bizarre parce que je me sentais un peu jaugé. J'avais l'impression d'être à un entretien comparaison, quoi. d'embauche. Ouais, un peu comparaison en mode ah ouais toi t'as fait ci, t'as fait ça, ah ouais quand même. Puis moi j'étais en mode non mais ça va, enfin rien de De lui fou. ou de elle? Ouais, j'avais l'impression que ça venait de lui, Ah ouais. mais c'était un peu bizarre et donc j'avais un peu l'impression d'être une forme de rival à jauger. Bah oui. Et Mais c'était une relation amoureuse ou seulement sexuelle je que tu dirais avais avec amical, cette personne-là? amical et sexuel. Ah oui. Il n'y avait pas plus Ok. d'enjeux de mon côté, mais c'était quelqu'un que j'appréciais, que j'aimais bien. Il n'y avait pas de sentiment amoureux, C'était une quoi. Mais sex friend ouais, on va de dire ça, ouais. couple. Mais en plus, on se Ok. voyait pas non plus à intervalles, enfin pas très fréquemment, pardon. Mais voilà, donc cette idée un peu de de pouvoir être mis en rivalité dans une situation de non-exclusivité, ça c'est quelque chose qui est, je pense, un écueil auquel il faut faire attention. Et voilà, du coup, ça je l'ai dit, mais être capable de sincérité vis-à-vis de soi-même et quels besoins, quelles émotions, et puis avec l'autre. Et ensuite, donc à la suite de ces événements-là, j'ai plus vraiment eu d'expérience personnelle, vis-à-vis de la non-exclusivité en amour ou en sexualité. Mais maintenant, mes réflexions aujourd'hui, c'est plutôt de me dire qu'en fait, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Je pense à toutes les formes de non-exclusivité dans un monde qui est pensé autour du couple exclusif, que ce soit les structures sociales, les institutions, les représentations sociales et culturelles, hein, donc le couple, le mariage, les impôts et les aides sociales qui sont calculés à partir du ménage, donc le ménage qui est fondé autour d'un couple avec ou sans enfants, mais en tout cas un couple qui est vraiment l'unité socio-économique. En fait, tout est fondé autour Les de ça. avantages dans le comité Mais oui, d'entreprise exactement. sont faits pour le couple Les et cartes pour les cadeaux mariages, de et Noël. les cartes cadeaux, ouais.
Donc oui, les chèques vacances, etc. Tout ça, en fait, tout est fondé autour du couple. Et un couple, c'est deux, et pas plus. Et c'est une communauté fermée de deux qui peut avoir des enfants. Et du coup, voilà, pour ouvrir un peu la discussion, j'avais pensé à deux grands besoins du coup qui permettraient de favoriser ce genre de relations qui sortent de la norme. Enfin, en fait, pour sortir de cette hégémonie du couple exclusif. Monogame tel qu'on le conçoit. C'est d'une part un besoin de transformation de la société, d'avoir une organisation sociale qui soit moins centrée sur la cellule familiale et sur le couple, tout simplement. Et deuxièmement, le besoin d'avoir des représentations positives de la non-exclusivité éthique et de ses différentes formes. Et je pense, je fais un petit bond dans le futur à notre prochain épisode de sur décembre. les représentations culturelles. Les représentations culturelles et notamment dans les films de la fidélité et de la non-fidélité. Enfin, en fait, voilà, on a besoin de changer un peu de discours et de représentation culturelle là-dessus. Et du coup, je voulais vous parler de deux références. La première, c'est la première fois que j'ai été confronté dans une œuvre en mode de relation non exclusif, mais qui se passe bien, en toute normalité. En fait, c'est dans la série de polar Millennium. Je sais pas si vous l'avez lu, de Stieg Larsson, où en fait, Michael Blomqvist, qui est le journaliste personnage principal, donc qui a fondé Millennium avec une femme qui s'appelle Erika Berger. Et ils sont amis, ils ont été amants, et en fait, ils entretiennent encore une relation donc amicale très profonde et aussi amoureuse. Mais elle est pas mariée, elle, ou un truc comme ça? C'est ça. Et elle est mariée. Et dans le livre, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas central en fait dans le livre. Et c'est un truc un peu annexe, mais c'est une partie quand même importante de la relation, et elle est présentée comme quelque chose de tout à fait pas normal, mais en tout cas sans problème, sans difficulté. Le mari d'Erika Berger est au courant, il est même ami, enfin en tout cas il s'entend bien avec Michael Blomqvist. Voilà, ils sont même un peu complices tous les trois, etc. Et il y a aucun problème en fait. Et c'est la première fois que je me suis dit ok, en fait d'accord, oui, ça c'est un mode de relation qui est possible. Peut-être que c'est un truc un peu nordique de présenter les choses comme ça. C'est en tout cas pas français, mais c'est suédois. Enfin c'est une série suédoise. Donc voilà, ça c'était ma première approche de ce. On a le même enjeu, je t'interromps, on a le même enjeu avec avoir des représentations de relations autres que exclusives, avec, je trouve, faire des gâteaux véganes. Je ramène avec le poids de la norme. Mais c'est si jamais tu fais un gâteau vegan et que les gens l'aiment pas, ils vont dire ah mais tous les gâteaux véganes sont dégueux. Il y a un truc de vu que c'est pas la norme, si t'as un gâteau au chocolat normal et qu'il est dégueu, les gens vont pas dire tous les gâteaux au chocolat sont dégueux. Mais si t'amènes un gâteau vegan, les gens ils vont dire ah, après ils vont dire à tout le monde ah non mais alors moi j'ai mangé un gâteau vegan, c'était vraiment pas bon, et du coup ça perpétue le truc de ce gâteau est dégueu, ce qui demande en plus un pouvoir d'exemplarité fou de la personne qui fait le gâteau vegan, en l'occurrence moi, après tout va être perpétué quoi, la réputation des gâteaux vegan dans leur entièreté parce que j'ai fait un gâteau vegan. Dire, je ne crois pas en la possibilité du gâteau vegan. C'est ça. Et c'est pareil pour les relations libres. Je voyais un réel d'un mec, je sais pas sa sincérité, qui disait oui, moi j'ai vraiment cherché, je me suis renseignée sur les relations non exclusives parce que je pense que ce serait bien et tout pour savoir comment avoir des représentations, savoir si ça peut me convenir et tout. Et a dit mais le problème c'est qu'à chaque fois les gens se quittent à la fin. Je vois des vidéos YouTube et je vois le début, ils sont ensemble, tout est bien, et puis 2 ans après ils sont en mode et voilà, la jalousie a eu raison de nous, ou tel truc ou tel truc. Et je dis pas que c'est faux, je dis que en fait il y a plein de couples qui se quittent quoi. Enfin c'est aussi une vision du monde de se dire tu pourrais aussi voir plein de vidéos YouTube de gens qui sont en couple et qui se quittent. Enfin je veux dire les gens se quittent tout le temps, mais vu qu'on met le focus sur ça, on va être là en mode voilà, ils se sont quittés. Et puis en plus, comme tu le dis, il y a aussi des enjeux institutionnels et enfin des choses qui pèsent sur les individus qui rendent cette possibilité de relation plus difficile par certains aspects. Donc ça doit aussi être mis dans la balance des statistiques et de voir si ça marche ou pas quoi. Donc voilà, c'était mon incursion gâteau vegan, couple non exclusif. Et du coup, tu avais une deuxième référence. C'était, je voulais vous parler un peu de Michela Murgia,
qui est une autrice italienne en fait qui est sarde, enfin qui était sarde puisque malheureusement elle est décédée en 2023 et qui a beaucoup défendu la famille, enfin ce qu'elle appelle la famille queer. Et elle-même, en fait, elle était polyamoureuse. Elle avait eu différentes relations, notamment avec une femme pendant plusieurs années, et elles étaient coparentes d'un enfant. Elle avait aussi d'autres amoureux, et en fait, elle vivait dans une forme de communauté, en fait, avec une partie ou, enfin, je sais pas si c'était la totalité, mais en tout cas, quelques-unes de ces personnes avec qui elle était en relation. Elle explique que elle avait des relations très différentes avec les uns et avec les autres, ou avec les unes et avec les autres. Donc il y avait cette question de la parentalité aussi qu'elle travaille beaucoup. Et puis et du coup dans un de ses romans qui s'appelle Acabadora, que j'ai commencé cette semaine et qui a l'air vraiment bien, donc je vous dirai si je vous ferai une petite recension par la suite. Mais elle réactive un concept traditionnel sarde qui s'appelle Filou de Anima, fils de l'âme en fait. Et en fait, c'est une pratique qui était assez répandue traditionnellement en Sardaigne, qui était pour une femme ou une famille, mais en fait surtout une femme n'ayant pas pu avoir d'enfant, mais ayant les moyens et l'envie d'élever cet enfant, d'adopter en quelque sorte, mais sans que ce soit légalement reconnu, en tout cas de prendre avec elle une fille ou un garçon né d'une famille pauvre ou autre qui ne pouvait pas l'élever et qui n'avait pas la volonté de l'élever, enfin pour plein de raisons. Et voilà, donc d'en faire sa fille ou son fils, mais de fils de l'âme, quoi. Et elle parle beaucoup, elle a réactivé un peu ce concept traditionnel pour l'adapter justement à cette nouvelle forme de parentalité qu'elle voudrait mettre en avant et qu'elle a expérimenté elle-même avec une de ses compagnes. Donc pour terminer, le symbole en fait de la nécessité de transformer la société pour la rendre compatible avec ce mode relationnel, c'est que le 15 juillet 2023, quelques semaines avant sa mort, elle l'a épousé civilement. Tout de même, donc à l'article de la mort, un acteur et metteur en scène avec qui elle était en relation amoureuse, et elle a continué jusqu'à la fin à critiquer l'institution du mariage, mais elle disait s'y être résolue pour des raisons de carence législative qui n'accordaient pas le droit au partenaire, de droit au partenaire hors mariage. Elle voulait lui laisser à lui quelque chose, pour qu'il soit pas sans rien après, et c'était possible uniquement par le mariage. Donc oui, voilà, la question d'héritage. les contradictions et le chemin à parcourir pour rendre possible cette forme d'amour et de relation. Trop bien. Merci, Tomek. Trop intéressant. Je voudrais juste rebondir sur un des propos que tu as tenu tout à l'heure sur la comparaison dans la relation que tu avais avec la personne qui était en relation libre. Ça me fait penser à un point, mais peut-être que je pourrais l'aborder dans ma partie aussi, sur comment c'est vécu comment c'est vécu le fait de connaître ou pas la personne avec qui ton partenaire relationne. Ouais. Et du coup, je sais pas, c'est un truc qui est intéressant parce que, mais j'en parlerai peut-être dans ma partie si on y passe. Allons-y. Vas-y, tu t'es auto-introduit. Vas-y. Oui. Oui, et du coup, moi, je voudrais vous parler de la relation libre et des contours de ce que ça peut être la relation libre. Et du coup, j'ai lu une BD qui s'appelle Fluide, qui parle d'une fille qui a envie d'explorer sa bisexualité et de la réception qu'a son mec de cette idée-là. Et ça part dans une espèce de délire où lui il s'autorise mais que en imaginaire, et c'est assez flou et tout ça, mais c'est assez intéressant quand même. Et du coup je parle de ça
ça. Enfin, j'ai voulu lire ça parce que je me suis dit ça va peut-être m'apporter des pistes de réflexion, mais c'est surtout en écoutant un podcast qui s'appelle Rouge Cœur Carreau, qui est un podcast d'interview qui interroge des couples sur des façons de vivre le couple en général. Et donc c'est un couple qui s'appelle, enfin c'est Thomas et Marie, qui parlent de leur relation libre. Et du coup, je voulais un peu vous raconter ça et tirer de ma propre expérience de ce qui n'est pas vraiment une relation libre dans mon cas, mais en gros, voilà, de comment je perçois ce que peut être la relation libre et ce que ça peut apporter. Et c'est un peu un genre de manifeste en faveur de la relation libre. Donc, voilà. Du coup, déjà, ce que j'ai trouvé hyper intéressant du coup dans le podcast, c'est que l'intervieweuse, elle pose la question de pour vous, c'est quoi la relation libre? Et eux, ils sont ensemble depuis 1 an et ça a toujours été leur modèle de relation, Marie et Thomas. Et du coup, leur définition, elle me parlait beaucoup. Ils disaient, c'est être libre sur comment on accepte ou non les règles implicites du couple. Et ce que je trouve vraiment cool avec cette définition, c'est qu'en fait, elle remet en question les normes admises qui sont imposées en général pour la totalité des couples. Et je pense que la fidélité, l'exclusivité, c'est vraiment ça, quoi. C'est une règle implicite. Et en fait, c'est juste, ça s'applique et c'est même pas besoin d'en discuter. Enfin, c'est ce que vous disiez dans le premier épisode. Et moi, je trouve que tout ce qui est appliqué d'une façon générale, en mode c'est comme ça et pas autrement, c'est le genre de truc qui me hérisse parce que si on peut pas expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est que c'est en général une mauvaise raison, quoi. Et il faut pouvoir remettre en question les choses pour pouvoir savoir pourquoi on le fait, quoi. Et on le sait, t'étais une enfant qui posait beaucoup de questions au point où ta mère était là en mode arrête de nous poser des questions. Donc finalement, en parfaite lignée avec l'enfant que tu étais. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça, c'est juste que moi, je pense que le fait de se poser des questions, c'est une bonne chose. En tout cas, évidemment, pour la relation libre, ça peut pas fonctionner pour tout le monde et tout ça. Mais je trouve que quand on réfléchit à le pourquoi du comment de l'exclusivité et de la fidélité, bah, il n'y a pas forcément une réponse unique pour chaque personne, quoi. Et du coup, ça demande quand même, si on est un peu honnête intellectuellement, de se poser la question pour soi et pour son couple. Et peut-être la réponse, elle n'est pas si évidente et si catégorique que ça, quoi. Et du coup, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la relation libre, il y a forcément un contrat d'engagement. C'est pas juste on fait tout et n'importe quoi. Et dans le podcast, ils disaient justement que Marie et Thomas, ils disaient que, au contraire, c'est pas parce qu'on est libre que tout peut arriver, et au contraire, ils communiquent probablement plus qu'un autre couple parce qu'ils se disent tout et ils se racontent même, ils se disent en gros quand est-ce qu'ils vont voir un autre partenaire ou quoi. Et ça, je trouve que en vrai, c'est quand même hyper courageux de le faire parce que c'est une chose de se dire c'est une relation libre, etc. Mais c'est une autre. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans l'exclusivité, il y a un peu ce postulat qu'il y a plein de gens qui peuvent tromper leur partenaire mais ne pas le dire. Et la relation libre, ça demande d'avoir ce courage d'affronter de part et d'autre cette question de la non-exclusivité. Donc de communiquer autour de ça, que ce soit la personne qui reçoit la tromperie, entre guillemets, j'arrive pas à trouver la bonne formulation, mais ou la personne qui le fait, en vrai, c'est quand même beaucoup plus courageux que juste de se taire et de le garder pour soi ce qui se passe, quoi. On en parlait par rapport au premier épisode, d'être là en mode, en fait, la non-exclusivité, il y en a toujours eu. Et bon, on n'invente pas l'eau tiède dans le polyamour non plus, mais quand je parlais de ces vieux couples qui ont dit on a fait nos petits arrangements, en fait, c'est une manière, sans potentiellement communication, en tout cas pendant, de vivre de la non-exclusivité. En fait, on peut la vivre de plein de manières et avec un niveau de communication plus ou moins grand, quoi. Peut-être qu'à un moment, ne pas le dire, c'était la chose qui faisait que le couple pouvait perdurer, parce que peut-être que c'était tellement ancré qu'en parler, ça voulait peut-être dire que c'était la fin. C'est aussi une stratégie dans une société où, où le couple... Et puis, avec d'autres enjeux par rapport à la possibilité pour les femmes d'être infidèles. Mais oui, effectivement, c'est une autre réflexion de se dire, on va vraiment en parler, aller au cœur des choses et se poser toutes les questions qui se posent par rapport à ça, quoi.
Et du coup, oui, ce qui était intéressant, c'est que quand, dans cette interview, elle posait la question aussi de, en fait, c'est quoi, quels pourraient être les freins ou les difficultés que tu peux rencontrer dans la relation libre. Et moi, j'en ai du coup noté 2. Il y a la question de la comparaison. Donc ça, c'est la question de confiance et d'estime de soi. Et du coup, c'est là où je voulais revenir à ce que tu disais, Tomelk. C'est qu'en fait, la question de la comparaison, elle est évidente parce que il y a une espèce d'estime de soi. On se demande si, comment est l'autre, etc. Et ce que j'ai trouvé drôle, parce que dans le podcast, ce qu'ils vivent, et pour le coup, c'est aussi un truc que j'ai vécu moi, c'est que donc Thomas, le gars, il voulait pas que à la base sa copine Marie, elle couche avec des amis à elle, parce que en fait, lui, il avait peur qu'elle parte avec ses amis, parce que forcément, en fait, s'il y a autre chose, s'il y a un autre lien, donc un lien amical en plus de la relation sexuelle, en fait, qu'est-ce qui différencie leur relation amoureuse de ce cas-là, quoi. Et pour elle, donc pour Marie, c'était inenvisageable de coucher avec quelqu'un avec qui elle n'est pas amie, parce que en fait, c'est pas intéressant de coucher avec le premier venu, quoi. Et donc il y avait ce truc de, en fait, lui, il disait, en fait, je me suis rendu compte que parce que j'avais un problème d'estime de moi et que je me disais, en fait, elle va partir avec ce gars avec qui elle couche parce que, en fait, s'ils sont amis, c'est trop dangereux, quoi. Et elle disait, mais au contraire, en fait, si justement on est amis, ça veut dire que ce lien-là, il nous suffit. Et ça, je trouvais ça vraiment drôle parce que peut-être un peu à contre-courant, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez marrant de voir que pour eux, le risque, il était pas au même endroit. Au même endroit, quoi. Et je me dis par rapport à la situation avec Tomelk, peut-être que en fait lui, c'était ça aussi, tu vois, de son côté. Il était peut-être en train de se dire, mais en fait, ok, il est stylé et ils sont amis, et en fait c'est ça que ça soulève comme question, quoi. La peur, ouais. Oui, c'est la peur que la personne parte avec l'autre personne, quoi. C'est vrai que c'est ce qu'on se pose au début de l'épisode comme question, la question des fondations du couple, et si on amène plus de fluidité dans ce qui fait le couple, du coup ça peut ramener des nouvelles peurs, un manque de sécurité, d'être là en mode mais si on peut plus complètement distinguer le couple d'autres types de relations, alors qu'est-ce qui fait que cette relation garde ce qu'elle a, quoi. Mais je sais pas, moi je reviens à ma théorie des amitiés. Quand j'ai eu des enjeux des personnes me font des jalousies, sont jalouses d'autres amis, enfin des amis sont jalouses d'autres amis, un de mes grands motos, c'est de dire regardons ce qui est exclusif, et je pense que j'en ai déjà parlé dans le Bisodrome. Regardons ce qui est exclusif à notre relation, quoi. Que toute relation a une forme d'exclusivité, mais cette exclusivité, ça peut être tout et n'importe quoi, quoi. Pendant longtemps, maintenant c'est plus vrai. Ma meilleure amie d'enfance, j'étais là en mode c'est drôle, c'est random, mais en fait, on a fait des croisières ensemble, et ça, personne d'autre. Maintenant toi, mais il y avait plus les mêmes enjeux de potentielle jalousie ou quoi. Enfin voilà, vous avez des places très différentes maintenant. Mais voilà, j'étais en mode, c'est quand même fou. On a fait des croisières ensemble, et puis on se connaît depuis la moyenne section maternelle. Et ça, en fait, quoi que je fasse avec d'autres personnes, je trouve ça intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut se créer comme petit îlot d'exclusivité, même pour nourrir en fait nos imaginaires et notre besoin de récit autour de la relation. Parce que c'est vrai qu'on a besoin que la relation, elle soit unique et qu'elle soit spéciale, mais je pense que ça peut exister en dehors de l'exclusivité émotionnelle et sexuelle, quoi, de se dire nous, notre relation, elle est super spéciale pour ça. Et en plus, et ça veut pas dire que ce côté spécial, il doit être le même toujours, quoi. Enfin, c'est pas parce que ça a été super spécial entre nous, Love-là, qu'on s'écrive des lettres tous les jours, et on pourra pas nous ôter de s'être écrit des lettres tous les jours tout le lycée, que je vais pas écrire des lettres avec d'autres amis, mais on peut se trouver comme ça des petits îlots pour, je trouve, consolider, nourrir le récit de la relation, quoi. Carrément. Et puis moi je trouve que dans la vision donc de Thomas, c'est ça, dans le podcast,
la volonté de réduire le champ des possibilités en disant tant que c'est sexuel ça va et s'il y a autre chose ça ne va plus. Du coup ça veut dire que c'est une liberté qui est quand même assez restreinte quoi. Et c'est un peu triste même. Ça veut dire que et puis et même un peu naïf quoi de croire que une personne avec qui son amoureuse du coup va coucher plusieurs fois ça va rester purement sexuel. Forcément, tu crées quelque chose et t'as un lien affectif, émotionnel qui se crée, qui est, pas forcément de l'amour romantique, de l'amour amoureux, mais il y a forcément autre chose. Donc, c'est un peu se voiler la face, je trouve, que de croire que tu vas pouvoir borner ça au simple sexuel, ou alors, on n'a pas la même conception des choses. C'est une tentation de contrôle, quoi. C'est libéral, mais ça, j'en parlerai dans ma partie. C'est une vision libérale de la non-exclusivité, parce que ça veut dire qu'on est là en mode, ok, si tu fais ci, si tu fais ça, mais en fait, on est là en mode, mais on parle d'humain en face. Enfin, on peut avoir un peu des guidelines, mais c'est quand même compliqué de faire rentrer après les autres dans des cases hyper fermées il faut répondre à toute cette liste de choses pour qu'on puisse être en relation ensemble. Enfin, moi, ça me pose question philosophiquement. Je dis pas que, je suis pas en train de condamner les gens qui passent par là parce que on l'a dit, c'est compliqué d'ouvrir, d'inventer d'autres schémas, qu'on a un besoin de sécurité qui est fort et qu'on a besoin de répondre à ce besoin de sécurité. D'autant plus que du coup institutionnellement c'est pas fait pour nous, donc ça amène ces tensions là quoi. Mais voilà, ça m'interroge philosophiquement sur comment on voit l'autre et comment on relationne avec l'autre quoi. Complètement. Mais du coup, ce qui était chouette, en fait, parce que là, j'ai parlé d'un point de blocage et au final, c'était anecdotique dans ce podcast. Mais ce qui était hyper chouette, c'est qu'en fait, il disait, mais tout ça, toutes ces peurs, etc., c'est des questions d'ego. Et qu'en fait, quand on entre en relation libre, il faut accepter justement de laisser de côté son ego au profit de l'amour et du don de l'autre. Et ça, je trouvais que c'est une vision hyper belle au final de la relation amoureuse, parce que c'est laisser la pleine liberté à l'autre d'être ce qu'il a envie d'être et de vivre ce qu'il a envie de vivre, et d'avoir confiance que l'autre reviendra dans la relation. Et du coup, c'est une image que j'utilise moi pour parler de comment je perçois ma relation, et que j'ai utilisé notamment pour rassurer mon copain après une expérience similaire. C'est que pour moi, la relation amoureuse, c'est un port, et que, le couple, le foyer, c'est un port, et que on est tous des bateaux, on est tous les deux des bateaux, et que on revient au port d'attache parce que on voudra toujours y revenir, mais en même temps, des fois, on a envie de faire des transats et on n'est pas obligé d'y aller à deux bateaux, quoi. On peut la faire tout seul, et après on revient au port, quoi. Voilà, et juste, des fois, c'est ça, c'est qu'on n'a pas envie de faire les mêmes voyages, et des fois, il y a des voyages qui durent plus longtemps, et voilà, des fois, on fait des voyages ensemble, et voilà. Mais le tout, c'est de retrouver le chemin du port. Et pour moi, la relation amoureuse, c'est ça, c'est-à-dire que ça doit être la totale liberté d'être et de devenir ce qu'on a envie, et de vivre ce qu'on a envie, mais juste de savoir que on est ensemble pour le projet du couple, etc. Et du coup, je trouve que finalement, quand on réfléchit à la relation de cette manière-là, le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, c'est assez anecdotique, quoi. Et c'est peut-être pas le plus, c'est pas ce qui est le plus important dans le couple longue durée. Et après, moi, je dis ça, globalement, je pensais déjà ça à 18 ans quand je me suis mise en couple avec mon copain. Et quand je lui parlais de ça, il était là, mais what the fuck? En fait, quand on s'est mis ensemble, on était jeunes. Et je pense que c'était peut-être pas le truc le plus évident à entendre quand t'es dans ta première relation amoureuse sérieuse et tout ça. 2013. Mais, ouais. Mais moi, c'est toujours été un truc que j'ai conceptualisé comme ça, parce qu'en fait, je me dis, si je suis amoureuse de toi et qu'on a envie que notre relation, elle dure toute la vie, ce qui est toujours notre projet, mais en fait, il y a forcément un moment où on aura envie de vivre d'autres trucs, et on va pas quand même se quitter alors on s'aime toujours, et qu'on a juste envie de vivre d'autres trucs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, ouais, pour faire une petite digression sur justement la BD dont je vous ai parlé, il y avait un passage qui m'a particulièrement touchée, parce que du coup, je disais, c'est le personnage féminin au début qui est là, en fait,
j'ai envie de coucher avec une meuf. Je t'aime, mais j'ai envie de coucher avec une meuf, donc voilà, je vais faire ça. Et lui, le gars du couple, il est là, bah, je suis pas très ok. Et elle est là, bah, c'est con parce que moi, je t'aime et j'ai juste envie de coucher avec une autre meuf, enfin avec une meuf, donc bah voilà, tu choisis quoi. Soit tu restes avec moi et t'acceptes, soit on n'est plus ensemble. Et lui, bah, il le vit pas très bien. Et il lui dit, mais moi, je comprends pas parce que tu me suffis. Et elle répond, bah, moi, quand tu dis que je te suffis, j'ai l'impression que la vie est finie. Et ça, je trouvais, enfin, c'est une phrase qui m'a parlé parce que pour moi, c'est ça, enfin, c'est le principe de la relation libre et je trouve le principe du couple, c'est pas parce que mon copain me suffit pas, c'est juste que j'ai besoin de vivre des trucs sans m'enfermer dans quelque chose, mais ça veut pas dire que à la fin, quand je me projette dans le futur, je me vois toujours avec lui et j'ai toujours envie de revenir au port, quoi. C'est pas un manque d'engagement. Voilà. Bah ça c'est j'ai entendu une femme polyamoureuse pareil sur un réel dire ce truc-là que son copain lui disait, mais en fait je ne te suffis pas, et qu'elle était là, et ça renvoie à ce que tu dis dans ta partie Tomel, que sur la liberté et l'amour qui est pas on prend pas l'amour de quelqu'un pour le donner à l'autre, en tout cas et en amitié c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Et que du coup c'est pas forcément une question de pas suffire. Elle disait, mais c'est même une c'est même une preuve d'amour pour elle plus forte d'être là en mode je n'attends pas de toi que tu sois mon tout, en fait, que tu répondes, parce qu'en fait c'est pas possible, et tu ne peux pas répondre à tu peux pas être ma seule relation au global qui réponde à tout. Et du coup en fait c'est aussi de l'amour de pas attendre de l'autre et de dire ah mais en fait tu n'as pas ci et tu n'as pas ça et tu n'as pas ça, même si en disant ça je dis aussi, et je pense que ça joue dans les enjeux de compétition et tout, que ça pose la question, le couple non exclusif ou les formes non exclusives d'amour, de est-ce qu'on va avoir un truc un peu de rentabilité en allant en mode ah on peut pas faire cette expérience avec telle personne, du coup on va la faire avec telle autre. Et moi je sais que je m'étais toujours mis un peu des règles à moi-même, je sais pas si j'en ai parlé ici, quand j'avais plusieurs relations en même temps, de se dire ah ça c'est une envie qu'on a tous les deux, par exemple, qui est un peu exclusive pour ce moment-là à tous les deux, et ben je vais pas la faire avec quelqu'un d'autre, même si ce serait peut-être que j'aurais une possibilité plus rapide plus clé en main, j'en sais rien, de répondre à cette envie, mais vu qu'on s'est dit c'est notre projet, bah en fait je vais honorer que c'est notre projet exclusif et pas être dans une rentabilité relationnelle où je suis en mode qui peut répondre à mon besoin à tout instant, quoi. Enfin, de se dire quel est notre projet de couple, quelle est notre identité de couple, qu'est-ce qui fait nos ancrages, et d'être fidèle à ces ancrages-là. Je pense que c'est important dans la sécurité qu'on s'apporte et pour permettre de faire de se sentir en sécurité en dehors de la question de l'exclusivité émotionnelle, sexuelle, voire relationnelle, quoi. Et pour les ports, je trouve ça intéressant parce que dans le polyamour, on parle de anchor partner. Je suis pas très au clair avec, ils ont plein de typologies pour définir en gros des typologies de partenaires, ce qui est aussi une manière d'apporter du cadre, un récit, une sécurité. Et il y a vraiment ce côté du partenaire d'ancrage, quoi, auquel on s'ancre, et que du coup il y a des personnes qui prennent plus que d'autres ce rôle-là d'ancrage, quoi. Mais ce qui est vrai aussi dans nos autres relations, moi c'est aussi pour ça que je t'ai en meilleure amie et que je t'appelle meilleure amie, c'est pour avoir aussi une forme de sécurité et d'ancrage, d'être là en mode cette relation-là, elle a un niveau d'engagement supplémentaire, et du coup on peut d'autant plus à un moment donné de nos vies, c'est pas toujours vrai, mais compter l'une sur l'autre, en fait que ça a ça forme un récit, quoi, et que ça a une conséquence réelle sur nos vies et notre présent et notre futur, quoi. Voilà. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, là, sur l'ego et le fait de mettre son ego de côté, je pense que, t'as raison, mais je vais nuancer quand même parce que c'est un peu dur. Ouais, je suis d'accord avec toi, Aurore. Je trouve ça un peu dur dans le sens où, oui, je comprends l'idée et je suis assez d'accord. Mais après, dans la pratique, en fait, on a plein d'enjeux de dépendance affective, ou même sans aller jusqu'à la dépendance affective, de besoin de sécurisation, quoi. Et à un moment, tu peux pas être juste là à dire sois heureux pour moi parce qu'en fait, tu m'aimes, donc il faut être dans la compersion, parce que ça, c'est le grand mot des polyamoureux. Tu vis quelque chose, je t'aime, donc ça décuple mon amour et c'est super. Dans l'idée, c'est super. Après, dans la pratique, je pense que ça nécessite de mettre en place toutes les conditions pour que ça soit possible, quoi. Et c'est pas si simple. Je trouve que c'est pas très cool de mettre ça,
comme argument c'est l'ego qui parle. Enfin, moi, je trouve ça un peu violent, en fait, pour la personne qui reçoit ça. Après, je pense que deux personnes... Enfin, je sais pas trop pourquoi des gens... pour certaines personnes, ça semble venir, depuis toujours, comme allant de soi que la sexualité, ça peut être... Enfin, que c'est peut-être pas si important, ou que ça peut se vivre en dehors d'un couple amoureux, tout ça. Et pourquoi pour d'autres, c'est vraiment un peu exclusif à ce genre de relation-là. Mais... je sais pas trop où je voulais aller quelque part. Mais... oui, enfin, c'est un peu un truc qui peut, je trouvais un peu, enfin, une logique qui m'énerve un peu. Enfin, pas, je parle pas enfin, que je peux entendre, c'est ce côté, bah, il faut que tu sois, enfin, je sais pas, ce côté, la sexualité, c'est pas si important, mais alors, si c'est pas si important, pourquoi tu peux pas, pour quelqu'un pour qui c'est important, euh, te mettre une limite, alors enfin voilà, c'est pareil, c'est une question de spectre, quoi. Mais je veux dire, pourquoi, je sais pas. Enfin, ça dépend de qui t'as en face de toi, de la limite enfin, des uns et des autres. Mais je trouve que, parfois c'est un peu le l'articulation qui m'embête un peu. Et l'idée, sur certains trucs, quoi. Pour moi, l'idée, c'est pas d'être de la propagande. C'est pour ça que j'ai dit en intro, en mode, enfin, les gens ont le droit d'être monogames, quoi. Et dans ce truc de tuer l'ego, moi, ça me fait penser un peu à des trucs religieux. À un moment donné, tu peux pas complètement enlever ton esprit de ton corps. Et si, en fait, t'as pas envie, enfin, et du coup, c'est aussi ce que tu disais, Tomel, à un moment donné, t'as été dans le mauvais moment, dans une relation libre, à un moment qui te convenait pas, en fait, à quelle était votre relation, le manque de sécurité qu'elle t'apportait, le moment de ta vie dans lequel tu étais, mais que tu disais philosophiquement, je suis pour, donc je peux pas être contre. Là, il y a un peu un truc de faire une coupure avec ses émotions, besoin d'être là en mode, dans ma tête, je suis pour, donc je vais être pour, quoi. Alors qu'en fait, c'était pas ce qui te convenait à un moment donné, et du coup, l'idée, c'est pas de s'obliger à un moment ou à un autre à rentrer dans un idéal, quoi. Non, mais après, il faut bien avoir d'autres représentations et créer des idéaux et des narratifs pour donner la sécurité et de pouvoir aller dedans si on en a envie, quoi. Mais c'est parce que là, en résumant l'histoire, tu disais, après c'est peut-être que t'as utilisé des traits un peu gros, mais où la personne, où c'est Marie, ça disait, bah en fait moi je voudrais coucher avec d'autres gens. Je sais comment t'avais formulé ça, mais je trouve, enfin, si c'est elle qui l'a formulé comme ça, Marie, si elle disait c'est comme ça, moi je voudrais coucher avec d'autres gens, et si c'est pas ok, bah tant pis. Enfin, non, c'était la personne, c'était autre chose, parce que Marie, elle est dans le podcast, et là c'était une personne dans la bande dessinée qui voulait coucher avec dans la bande dessinée. Ouais. Alors, enfin, donc la façon dont t'as retranscrit comment elle l'avait exprimé à son partenaire. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'elle avait fait, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu, enfin, pas très. Je sais pas comment dire, je trouve ça. En fait, c'était deux histoires différentes. La BD, elle le dit comme ça, mais c'est une fiction, donc en vrai, enfin, je pense qu'il y a la liberté de la fiction et juste, c'est pour le récit. Et après, Marie, dans le podcast, enfin Marie et Thomas d'ailleurs, les deux, ils parlaient de la question de l'ego qui est mis enfin en tout cas pour eux ce qui oui, je crois que je vois ce podcast. Peut-être je l'ai mal exprimé, hein, mais en fait ce qu'ils disaient c'est que globalement sur quoi ils ont travaillé pour que la relation libre fonctionne, c'était en effet leur ego, parce que ce qui est difficile ce qui est en jeu quand Thomas ou quand Marie dit en fait j'ai eu une histoire, c'est leur ego qui est au centre, quoi. C'est-à-dire que ce qui est blessé, c'est leur ego, et que du coup vouloir faire en sorte que la relation libre fonctionne, c'est travailler sur leur ego, et que du coup c'est ce travail-là. Ce que je disais, c'est que je trouve que c'est avoir envie de faire ce travail-là, c'est hyper courageux et admirable. Après, je suis d'accord que aussi. Ça peut pas correspondre à tout le monde, et tant mieux. Enfin, je sais pas, mais juste c'est ok que ça corresponde pas à tout le monde. Et en plus, comme tu disais, Tomel, que en fait, c'est même si des fois t'as envie, des fois ça marche pas, juste parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent en toi. Et pareil, enfin, je veux dire, c'est normal. Chacun vit comme il peut la relation, mais je trouve que après ego, je trouve que c'est un terme un peu
finalement, c'est quoi? Enfin, je trouve que oui, il y a l'ego bien placé, ego mal placé. Je trouve que c'est un terme qui, enfin, dans le développement personnel, ça peut être très, il faut, voilà, plus d'ego, faut pas avoir d'ego, très, mais c'est quand même Après, l'ego, ça a comme une fonction même protecteur. en mettant d'autres mots que l'ego, il y a forcément cette question d'habituation et d'inconfort, tu vois. Même si tu l'appelles de tes vœux, bah en fait, si toute ta vie t'as été biberonné aux relations exclusives et que c'est ça le modèle, que c'est le modèle que tu vois, que c'est le modèle qui est mis en avant, que c'est le modèle qui est valorisé légalement, sociétalement et tout, ça va amener à un travail de l'amour et à des inconforts et à des choses pas faciles, et à un travail sur soi, d'en sortir. Après, la question c'est de pas être que personne ne soit dans le sacrifice et de voir quel est le niveau d'inconfort qui est acceptable. Mais comme, alors j'arrête pas de faire la comparaison, mais je sais pas, devenir végane ou même arrêter de m'épiler les aisselles, ben ça va demander tout un temps d'habituation de quand t'as vu que des femmes épilées dans les magazines ou que ben tous les Noëls tu vas manger le rôti à la maison, ben en fait se dire je vais faire les choses différemment dans des choses qui sont si ancrées sociétalement, forcément ça amène à un certain nombre d'inconfort quoi. Après voilà, il faut savoir d'où vient cet inconfort. Des fois il peut venir de d'un truc sur lequel ça vaut le coup de dépasser, de dépasser parce que ça vient d'une peur qui mériterait d'être dépassée, et parfois c'est vraiment de la protection. Et puis après, les gens sont pas obligés de faire ce travail, et ils sont pas obligés de sortir des relations monogames, quoi. Mais c'est juste que et puis ils sont pas obligés de se poser autant de questions qu'on se les pose non plus. Enfin, c'est juste que je pourrais trouver ça peut-être, enfin pas violent, mais de pas servir ça comme enfin, je dis pas que c'est ce qu'on fait, hein, mais que faudrait pas que ce soit repris comme argument de. En fait, c'est ton ego. Non. Je trouve que ça peut être. La relation est une relation. On n'est pas en train de compter des points. Non, mais par contre, c'est vrai que sur le côté. Non, vas-y, pardon. Là, oui. Non, mais c'est surtout que c'est l'idée de la relation libre, c'est que ce soit pas imposé en fait. Enfin, dans la BD, là, ce que je disais, c'est que ça l'était. Enfin. Ça l'était de fait, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de Marie et Zoma, je pense qu'il y a vraiment ce truc de c'est communiquer et que du coup, c'est eux qui ont envie de bosser là-dessus, et enfin, parce que j'ai l'impression que la façon dont tu le perçois, c'est en gros t'imposes ça et ensuite tu dis bah non mais bosse sur ton ego. C'est jamais vécu comme ça. Enfin, c'est pas censé être vécu comme ça, quoi. Mais c'est juste que parfois, je pense que ça peut être instrument. Enfin, qu'elle soit amenée juste de façon maladroite parce que vraiment sans réelle malveillance, ou enfin c'est tout ça qui nous intéresse, que des gens malveillants, mais enfin venant de personnes qui tâtonnent un peu dans ce sujet, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de ligne claire. Bah tu peux peut-être te dire bah je pense que c'est peut-être ton ego qui parle, et l'autre qui dit ouais c'est peut-être mon ego, et tu peux peut-être te retrouver dans une situation. Non, on en a parlé de comment est-ce qu'on peut instrumentaliser la communication et avoir les bons mots et tout. Et après, dans le cas de cette meuf de la BD, enfin elle peut aussi, en fait c'est un choix clair entre on se sépare ou on fait ça ensemble. Mais à un moment donné, moi je l'ai vécu dans mon couple long terme de 7 ans où tout le monde s'est trompé, mais où je me disais un jour j'aimerais expérimenter le BDSM. Moi c'était mon grand truc à l'époque, et je me disais pour l'instant ça va, mais peut-être qu'un jour ça va devenir tellement fort comme envie que ça va poser la question que je me posais déjà de où on ouvre le couple, ou peut-être que cette envie elle va être si impérieuse que je serai là en mode mais en fait j'ai pas envie de passer à côté de découvrir cette part de moi-même et de l'explorer. Donc le choix se fera entre ou tu me laisses, enfin voilà, on discute de cette possibilité. Et après, ça veut pas forcément dire là ce soir on en parle à midi et ce soir je suis dans un donjon BDSM. Tu vois, il peut y avoir une sorte de de discussion qui est dans le temps, à l'image de la durée de la relation et du niveau d'engagement et tout, et qu'en fait c'est aussi légitime. Enfin, on a le droit d'être là en mode en fait voici les options que je te propose, et que c'est toujours mieux que de tromper la personne et de lui être infidèle, quoi, d'être clair avec elle, c'est déjà un niveau d'honnêteté. Après évidemment il peut y avoir de la violence partout. Moi, c'est un peu ça aussi que enfin bon, pour le coup ça a pris des années, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que j'ai vécu avec mon copain. C'est que de base, moi au début de la relation amoureuse, j'étais là franchement le couple libre et tout, et il était là no way,
Et au final, au bout d'un moment, je suis là, bah, en fait, juste, sinon, ça va pas marcher sur le long terme. Donc, juste, acceptons que ce soit ça les modalités, ou alors, enfin, j'ai pas du tout mis d'ultimatum, c'était pas comme ça, mais juste, en fait, à un moment donné, si t'as besoin de vivre quelque chose, tu peux pas juste être quelqu'un d'autre parce que tu veux conserver ta relation aussi. Enfin, et ça s'applique sur plein de choses. Sur plein de choses, c'est comme vouloir des enfants, pas vouloir d'enfants. Exactement, enfin, je pensais à ça aussi. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y a des moments, c'est difficile en fait, et on peut pas garder après, cette il y a relation. des compromis aussi qui sont faits, mais à voir s'ils sont tenables ou pas, c'est ça en Et fait. s'ils conviennent à tout le monde à un instant T et dans le temps, parce qu'en fait, les choses, elles évoluent d'une manière ou d'une autre aussi, quoi. Et après, sur le côté égo, juste après, on peut passer à ta partie parce que quand même, on l'attend beaucoup. C'est un épisode long. mais oui, sur le côté égo, il y a quand même, je pense, le côté vitrine sociale aussi qui joue parce que comme on a parlé des représentations sociales, etc., se mettre dans un modèle de couple qui n'est pas le modèle dominant, c'est se repousser dans dans une forme de marginalité. De devenir une sorte de curiosité pour les amis, la famille, les collègues. Enfin, ça peut être compliqué, quoi, à gérer. Et puis il y a aussi pour un homme peut-être, là je vais parler en tant que mec, mais le côté se mettre dans un rôle qui est dévalorisé socialement, historiquement, même si c'est de moins en moins le cas, à savoir l'homme dont la femme a des relations avec d'autres, et donc dans le rôle du cocu, quoi. On en a parlé tout à l'heure, enfin tu l'as dit en rigolant, Aurore, cocu, mais en fait c'est un truc, c'est ancré, quoi. Et c'est une grosse insulte. Et c'est une sacrée insulte. Oui, ça semble pire qu'être. Donc je pense que oui, ça pour l'ego c'est important. Enfin, mais parce qu'il y a ça peut blesser. un truc dans la virilité, quoi, où c'est vraiment les masculines. Mais parce que les mecs, au fond, c'est ce côté homo-érotique. Ce qu'ils veulent, c'est que les autres mecs les aiment. Et du coup, genre, ils devraient être en compétition et que du coup, ils sont là en mode, ah bah, franchement, les autres mecs, ils vont me... C'est comme, je sais pas si tu en es, le problème de taille dans Love is Blind. Son problème au mec... le mec est plus petit qu'une meuf dans Love is Blind. Bref, le mec, son problème, c'est qu'est-ce que vont dire les autres gars. Et du coup, il y a quand même une question qui, je trouve, se pose quand même de manière similaire, même si évidemment c'est un tout petit truc d'un grand enjeu, mais de qu'est-ce qu'en pensaient les autres gars si je laisse ma meuf coucher avec d'autres mecs, quoi. Enfin, en tout cas, le côté mec-meuf là joue quand même. Enfin, il y a un rapport genré dans cette histoire, quoi. Donc pour ce côté égo là, c'est vrai qu'il y a un truc à creuser sur ces aspects-là. On a besoin de port, on a besoin de sécurité, et je vous propose qu'on passe à ma partie qui je l'espère, apportera encore un autre angle à ça. Un avis sur tout. Surtout un avis. Un avis sur tout. Bon, moi je suis une femme polyamoureuse, mais célibataire, c'est ça mon point de départ. Même si je trouve que le mot célibataire, vu que mon polyamour il est basé sur mon amitié, on le reverra. Je me sens un peu plus très en adéquation avec le terme de célibataire, mais voilà. Bon, toujours est-il, je vous avais parlé de ma première rupture, et bien après j'ai été de nouveau quittée. Donc j'ai été quittée en un été par mes deux amoureux. Donc franchement un super été. Voilà, le polyamour c'est aussi la possibilité d'être quittée 2 fois. Ce qui est horrible, pardon, mais c'est que j'ai écouté l'épisode, je crois que j'ai écouté l'épisode de juillet en août, et tu disais peut-être que en septembre j'aurai 2 amoureux et une amoureuse, et j'étais là. On en reparlera de ces 2 amoureux amoureuses parce que ça c'est un enjeu dans ce que je vais dire. Donc voilà, célibataire, et je vais vous parler d'une scène. Bon, les amis concernés l'entendront, vous pourrez m'en parler. D'une scène un peu lunaire que j'ai vécue avec mon groupe d'amis au moment où j'ai parlé de ce célibat, ils le savaient, mais surtout que j'ai parlé du fait que je ne voulais plus me mettre sur des applis de rencontres et d'être en gros sur le marché du dating. Mais en fait, tu peux être sur le marché du dating sans être sur les applis de rencontre. Oui, mais même en fait, c'est une idée une réflexion philosophique sur le fait de voir les rencontres différemment. Je vais vous parler de ce sur quoi je me base. Ça va plus loin que les applis de rencontres. C'est aussi potentiellement je sais pas, je fais plus de soirées en boîte, mais tu vois, genre ça, c'est une idée de rencontre rapide où il y a une attente sexuo-affective in fine, tu vois. Tu vois quelqu'un en te disant
il y a moyen de moyenner à minima sexuellement ou pour autre chose dans un truc très rapide, quoi. Donc c'est au-delà des applis de rencontre. Et du coup, je disais ça, et ce qu'on m'a renvoyé, c'est en partie des choses que j'ai dit moi-même, donc c'est un miroir de choses que j'ai dit moi-même, à savoir, en étant polyamoureuse, bi et kinky, en fait, je veux bien être en dehors des applis de rencontre, mais je ne trouverai jamais chaussures S à mes pieds, gants à mes mains et tout, si jamais je suis pas sur les applis, parce que comment trouver des personnes qui me correspondent. J'avais aussi rigolé régulièrement dans ce podcast, et tu le nommes Lovelas, de mon envie d'avoir 2 amoureux et une amoureuse parce que ça correspondait bien et à mon polyamour et à ma bisexualité à un instant T. Et même si c'était quelque chose sur lequel je rigolais, c'était quand même une envie. Et du coup, ça vient à contre-courant de ce que j'ai pu dire sur ce podcast et auprès de mes amis. Mais j'ai senti aussi autre chose dans des retours que je pouvais avoir. C'est une image qu'on posait sur moi d'une sorte d'hédonisme libéral du genre si déjà cette femme s'est marginalisée, a fait le choix de sortir du couple exclusif, c'est au moins pour profiter de sa liberté, quoi. Et si en plus elle n'a pas plein d'expérience ou à minima elle n'est pas sur le marché du dating et tout, enfin quid, quoi. Enfin pourquoi toute cette marginalité pour cette conclusion, quoi. Et du coup, à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'image qu'on portait sur moi, à ce que moi-même j'avais dit de mes envies relationnelles. Et ça a été nourri par la lecture d'un fanzine que je vous conseille, qui s'appelle La Grève du Date, de Gaëlle, qui s'appelle sur les réseaux Imaginisme et qui participe souvent avec son nom Gaëlle dans un podcast qui s'appelle Agapé et les autres, qui parle d'amour, de sexualité, de thèmes finalement assez proches des nôtres. Et du coup, dans ce fanzine, elle parle du fait d'arrêter de dater, quoi. En gros, voilà. Donc de faire des rencontres rapides, comme je les ai nommées, en tant que personne queer, et de se dire peut-être qu'on peut réfléchir à se rencontrer avec moins enfin qu'il y a une violence à ça, quoi. Même si ça veut pas dire que enfin je ne sais pas si je serai jamais sur les applis, et je dis pas que c'est jamais nécessaire, et que quand les gens ils sont seuls et que ils ont besoin ou d'amis ou ils ont envie d'amoureux, à un moment donné il faut bien trouver des moyens de faire mais que si on peut s'en extraire, et on a beaucoup parlé des enjeux des applis de rencontre et tout, en fait c'est intéressant de se poser la question et de se dire mais comment est-ce qu'on a envie de rencontrer les autres, et comment ça rentre dans une réflexion globale queer, non exclusif, enfin de comment on voit les relations amoureuses. Et elle a une conclusion qui est proche de la mienne sur le fait de baser ses rencontres et ses relations sur le thème, enfin sur l'amitié et sur la manière dont on rencontre des amis, avec tout ce côté potentiellement plus progressif, ou en tout cas avec cette image en tête, quoi, où en fait elle parle de la violence de rencontrer quelqu'un en se disant est-ce qu'on couche à la fin de la soirée ensemble ou pas, quoi. Ce qui j'ai beaucoup eu, et moi j'ai déjà plus revu des personnes parce qu'on n'avait pas couché ensemble le premier soir, et que c'était pas assez rapide ou clair pour moi, donc j'ai été à fond là-dedans, quoi. Ah, toi, t'as pas revu des gens parce que Ouais. ou toi... Ouais, okay. J'étais vraiment en mode je couchais le premier soir, et si c'était pas très clair si la personne voulait coucher avec moi, j'étais un peu là en mode ne nous revoyons pas, du coup, enfin. Mais ce qui était pour le coup, je pense vraiment aussi en plus, peut-être certains libéralistes, des enjeux de sécurité et d'estime de moi, d'avoir très peur que l'autre ne me désire pas, et d'avoir envie d'être rassurée sur le désir de l'autre vite, quoi. Et du coup, Gaëlle, elle dit des choses intéressantes. Je voulais vous donner 2 citations de son fanzine que je vous invite à lire. Un sur le fait, on en a parlé, que si l'on veut s'éloigner, elle dit, page 26-27, si l'on veut s'éloigner de la norme sécurisante qu'offre le couple monogame, par exemple, qu'a-t-on à offrir comme contre-norme sécurisante du côté de la non-monogamie comme éthique? Et ça va avec toutes nos discussions en fait on a besoin d'une éthique relationnelle. C'est pas le tout de dire on sort du couple monogame si de l'autre côté on n'a pas assez de sécurité. Et c'est vraiment un truc auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, que oui, on a besoin de liberté, mais on a besoin d'autant de sécurité qu'on a besoin de liberté. Et si on répond juste aux besoins de liberté et pas à celui de sécurité, en fait on crée pas des représentations et des narratifs qui pour moi sont assez solides. Mais elle parle aussi du coup des enjeux du polyamour libéral, et c'est de ça dont je voulais aussi vraiment parler là. Pourquoi libéral, pardon?
C'est ce côté, tu vas voir. Avec cette citation, ça te donnera peut-être la réponse. Elle dit, certaines négociations de relations ouvertes rappellent des négociations ultralibérales où l'utilité ou le plaisir de chacun doit être maximisé en minimisant au maximum les entraves à la liberté de chacune. Pour aller plus loin encore, ces contrats prennent rarement en compte les inégalités des deux personnes dans ce contrat. Si une personne, par exemple, a un capital beauté, pour reprendre les mots de Constanza Spina, ne tire-t-elle pas plus d'avantages d'un contrat soi-disant égalitaire? Bon, ça pose deux questions. L'illusion de l'égalité dans un contrat de non-exclusivité par rapport à la possibilité qu'a chacun d'avoir vraiment des partenaires sexuels. En plus, s'il y a plein de règles en mode c'est du one shot, c'est du machin et tout, potentiellement ça peut creuser des inégalités de en fait peut-être qu'un des deux partenaires va pas du tout avoir accès à cette offre, j'ai envie de dire, mais il y a vraiment ce côté, et du coup elle parle de ce côté ultra libéral où t'es là, économique quoi, c'est ça, très économique, c'est ça, où tu mets vraiment plein de règles et que t'es là en mode alors la personne elle doit répondre à ça, elle doit répondre à ça, elle doit répondre à ça, et du coup en fait moi ça va aussi avec cette réflexion de ne plus être sur des applis de rencontres et tout, c'est en fait que j'ai envie de sortir d'une vision libérale de l'amour et du couple et des relations sexuelles où on va se dire ok, moi ce que je veux c'est deux amoureux, une amoureuse, donc hop on se met sur les applis, on les trouve, enfin voilà, en gros quoi. Ce qui va aussi avec une réflexion de décentrer l'amour amoureux sur ma vie où je suis là en mode mais en fait la base de mon polyamour c'est mes amitiés, j'ai des projets d'avenir avec des amis, j'ai des projets créatifs, voilà, plein de projets avec des amis d'une manière générale et des idées de futur. J'aimerais bien réavoir à un moment un des amoureux amoureuses, mais en fait je suis toute cette réflexion sur ma vie fait que en fait c'est pas un besoin là vital tellement fort que je suis obligée de le rendre effectif en utilisant des moyens qui sont en plus eux-mêmes libéraux comme les applis de rencontre qui jouent sur nos frustrations. Enfin, on en a déjà énormément parlé, quoi. Et du coup, voilà. Mais ce qui est, en fait, et ça c'est transgressif. Et je pense que ça l'était aussi, même pour mes amis, c'est en fait globalement qu'on soit polyamoureux ou pas ou quoi. J'ai 30 ans. Et avoir 30 ans et dire en fait je ne vais pas après la phase de deuil re-rentrer dans le marché du dating, il y a quand même quelque chose là-dedans de tous les trucs de la vieille fille et de quand même il faudrait aller vers le couple. Et alors si c'est pas un couple, ça devrait être plusieurs couples. Et si on décide de pas en faire la recherche centrale de sa vie, ça stresse quand même les gens. Et je comprends parce que être queer d'une manière générale, c'est quand même faire le deuil. Et elle en parle aussi Gaëlle, d'un chemin tout tracé, en tout cas de l'illusion d'un chemin tout tracé, de se dire bah voilà mon futur c'est mon mari, ma maison, mon chien ou toute alternative de ça. Et c'est stressant quoi. Et je pense que ça demande vraiment de recréer de nouveaux narratifs qui soient solides, qui apportent de la sécurité. Et en fait, toute cette réflexion, c'est aussi en fait une envie de douceur et de lenteur. Que en fait, être polyamoureuse, ça ne veut pas forcément dire vivre une vie effrénée de recherche de nouvelles expériences ou vouloir de nouvelles personnes, vouloir répondre à ses besoins de plein de manières et se dire avec quelle nouvelle personne je pourrais ajouter à ma vie pour ajouter une nouvelle chose. En fait, c'est de plus être dans un et dans lequel je me suis sentie à un moment donné, même si je pense que même quand j'étais au max, c'était peut-être moins que d'autres, mais dans ce truc un peu de course effrénée à la rencontre, à la nouvelle relation, aux nouvelles expériences, et que du coup vouloir cette lenteur, c'est aussi se couper ou en tout cas faire des choix et en fait se dire en fait là j'ai pas besoin de trouver une relation dans les 4 prochains mois ou dans les 2 prochains mois ou dans la prochaine semaine par des applis de rencontre quoi. Bon après c'est aussi tout un moment où je veux me donner de l'amour à moi et augmenter mon estime de moi et où je pense que voilà je fais aussi tout un travail sur moi mais en fait voilà donc j'ai décentré ça et je me suis rendu compte que ça crée beaucoup de questions et en disant ça je veux quand même réaffirmer que ce n'est pas un assagissement quoi. Enfin voilà, que je reste une salope. Voilà, je vais le dire. Parce qu'on pourrait se dire, parce que voilà, maintenant c'est écrit mes podcasts sur mon LinkedIn, tout le monde peut le voir. J'ai écrit je suis une salope? Non, j'ai écrit que j'avais des podcasts. Non mais en fait j'ai l'impression qu'on pourrait se dire que cette période-là, c'est
finalement un retour vers la norme ou un assagissement ou je sais pas un lissement de mon image sociale, n'en sais rien. Et c'est vraiment pas du tout l'idée quoi. Enfin vraiment. Non, mais après c'est un équilibre à trouver parce que tu dis qu'il y a pas de lissage ou enfin pas de volonté de lissage ou de normalisation, mais il y a quand même, je pense, une volonté de normaliser quelque chose qui est vu comme anormal, le fait d'être dans des relations non exclusives, d'être polyamoureuse. Ah oui. Et ça passe par ce que tu as déjà dit dans d'autres épisodes, à savoir de rendre le truc moins sulfureux, quoi, moins. Et là, je voulais repartir sur Michela Murgia parce que je pense qu'il faut vraiment que tu creuses ça et qu'on creuse ça tous. Très bien. Et qu'on lise vraiment ces romans, même si je pense que tout n'est pas dans ces romans. Mais sur la sexualité et donc sur sa famille queer, elle dit que, enfin, elle mettait en garde vraiment contre l'hypersexualisation des familles non traditionnelles. En d'autres termes, du coup, elle refusait qu'on réduise les relations non traditionnelles à qui couche avec qui, en fait. Et je pense que ça rejoint vraiment ce que tu dis. Et puis, elle disait aussi que pour elle, sa famille queer, c'était en fait une famille dans laquelle ce qui est central, c'est l'organisation de l'affectif, du soin, de la responsabilité des uns et des autres, etc. Et que c'était pas qui couche avec qui. Oui, en fait. Bah, ça c'est un enjeu. Et je vois des personnes queer aussi ne faire le choix sur des réseaux sociaux ou ailleurs de pas parler de sexualité pour en fait ne pas rentrer dans ce cliché. On a toujours l'impression que des marginalités sexuelles, relationnelles, on continue à être obsédé par la sexualité, quoi. Et que là, que je couche avec personne en étant polyamoureuse et kinky et bi, ça préoccupe les gens, quoi. Bon, déjà, je couche avec moi-même, et puis en fait, la sexualité, c'est super, mais je sais pas c'est pas la base. Déjà, c'est heureusement pas la base de ma sécurité affective et relationnelle. Et j'ai la chance aussi de trouver cette sécurité affective et relationnelle de plein de manières dans ma vie en ce moment, ce qui amène aussi à la liberté de se poser toutes ces questions philosophiques sur le fait de ne pas redater des gens. Si j'avais pas d'amis, si j'avais pas de projet de futur, la situation serait pas la même pour moi, quoi. Mais en fait, et je peux être tout aussi polyamoureuse, kinky et bi, et en fait ne pas être en train de chercher des gens avec qui coucher ou relationner, quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai un ami, mais c'était pour me troller, qui est là en mode, mais est-ce qu'on peut être encore polyamoureux si on n'a pas d'amoureux? Et j'étais là, oui, c'est le Comme fondement. être hétérosexuel ou... Et puis en plus, c'est le fondement d'une philosophie qui est plus large. C'est ce que j'arrête pas de dire. La base de mon polyamour, c'est mes amitiés, c'est mes projets de futur qui, en fait, et mes projets présents et de futur qui sont éminemment queer et qui sont éminemment pas dans une vision hétéronormative et monogame du couple, quoi. Enfin, et de ce qu'on attend du couple, quoi. Voilà, donc c'était mon petit plaidoyer de femmes polyamoureuses qui ne relationnent pas et ne cherchent pas par tous les moyens à relationner avec des personnes amoureusement et sexuellement dans ma vie en ce moment. Voilà. Eh bien, on a bien parlé. Clôturons cet épisode. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. J'espère que vous, auditeurs, auditrices, ça vous aidera, vous fera aussi cheminer dans vos propres réflexions sur le sujet, vous permettra de vous poser des questions. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram. Vous pouvez me retrouver. Je m'appelle maintenant Laura Pires, c'est-à-dire je suis sous mon vrai prénom, donc voilà. Il faut que je change ça dans la barre d'infos. Tomelk, Love là. Podcasteuse, n'est-ce pas? Et podcasteuse. 2 semaines, je m'appelais podcasteuse. Un petit soleil. Petit slide, mais maintenant je me réappelle Laura Pires / Lélina puisque c'est difficile, j'ai une double identité. Voilà, je m'appelle Laura Pires et je m'appelle Lélina dans ce podcast. Voilà, vous pouvez nous parler aussi sur le compte du Bisoudrome si vous ne voulez pas toute cette complexité. Nous faire vos retours et puis d'ici la prochaine fois, Des bisous. Des bisous.